Donc, du coup, je vous attendais. Il y a eu une projection à Cannes. Je dis à Cannes, on ne voit personne, et puis c'est pas un vrai public et tout ça. J'ai pas pu le montrer aux acteurs, et c'est leur blanc-seing que j'attends. Mais avec le calendrier, du coup, on va attendre le mois de septembre. Et donc, il y a eu cette avant-première au 3 Luxembourg. Vous me doutez bien que j'aime bien avec la lumière. Bien que ça me troublait, puisqu'il y a une scène à la fin au 3 Luxembourg, et je pensais que vous étiez dans la salle, et puis on avait tourné ici l'été d'avant. On a bien tourné, c'est dans la salle 1. Voilà, tout à fait. Pour ceux qui connaissent, parce que j'imagine que vous êtes quelques-uns qui connaissent la salle et d'autres salles du quartier latin et d'autres salles indépendantes, il y a pas mal de salles qui apparaissent dans le film, et on y reviendra. Justement, puisque on parle de spectateurs, les premiers spectateurs, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est évidemment ce titre, spectateur avec un grand point d'exclamation. C'est un grand cri du cœur, c'était une volonté de rendre hommage aux spectateurs en général, de parler de vous aussi en tant que spectateur. Et de moi en tant que spectateur, c'est marrant parce qu'on n'avait pas tout à fait la même perception du film. La distributrice que j'aime énormément, qui est Geneviève, qui est une amie, et moi elle disait c'est l'histoire de... Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. C'est l'histoire d'un garçon qui devient un garçon ou une fille qui devient réalisateur. Moi, je sais pas, parce qu'à la fin, quand on voit Salif Cissé qui dit j'aimerais bien un jour faire un film et tout ça, allez savoir s'il en fera un. Je sais que dans ma vie, ça m'a pris beaucoup de temps de devenir. Aujourd'hui, je crois que je suis un bon spectateur. Réalisateur, j'ai pas encore d'opinion. Je reviendrai dans 4-5 ans, très prétentieux, mais pour l'instant, j'ai pas d'opinion. Et c'est le trajet d'un enfant qui va la première fois au cinéma avec sa grand-mère et qui apprend toutes les différentes façons d'être spectateur, quoi, jusqu'à l'expérience Lanzmann, l'expérience Truffaut, etc., et qui se fondent en tant que spectateur. Et souvent, on ne parlait pas assez, on parle toujours ou des critiques, ou des cinéastes, des réalisateurs, etc. Machin. On ne parle jamais de ce que c'est cette expérience commune. Et peut-être, je pourrais vous raconter ça, c'est le départ du film. C'est une discussion que j'ai eue avec le producteur, à qui je dois beaucoup aussi, qui est Charles Gilibert, qui m'a dit, est-ce que ça vous dirait de faire un film, on se vous voyait à l'époque, et est-ce que ça vous dirait de faire un film sur un philosophe obscur américain qui s'appelle Stanley Cavell, dont j'ai été l'ami, et Charles était lecteur de Cavell, moi aussi, et voilà. Et il m'a dit, voilà, parlons, on s'en parle. Il m'a dit, proposez ça le vendredi, mais il m'a dit, on s'en parle lundi. Alors j'avais le week-end pour réfléchir, et je lui ai dit, un documentaire, je ne sais pas faire, donc c'est non. Et Stanley Cavell, je ne pouvais pas dire non. Et Stanley Cavell a écrit ses livres sur ce point de vue du spectateur, pas de l'artiste. C'est pas l'artiste sacralisé. Et donc c'est vrai que ce qui me plaisait, c'était de sacraliser les sièges que vous occupez en ce moment. N'hésitez pas évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour passer le micro. D'accord, je viens vous voir, tant mieux, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. J'avais encore quelques questions, mais vous allez très certainement les poser, donc j'ai vu quelqu'un qui se levait la main par là. Allez-y, j'en prie. Bonsoir, je voudrais savoir le budget du film. Alors je ne suis pas un homme de chiffres, je ne saurais pas vous dire, c'était pas beaucoup d'argent. Ça je sais vous dire, j'ai une bonne, comment on dit en américain, une bonne production value, parce que c'était plus cher que prévu, parce qu'il y a toutes les scènes d'époque, vous voyez, avec les costumes, les figurants et des choses comme ça. C'était un budget très modeste, ce qui s'est avéré très difficile avec le nombre d'extraits de films, puisqu'il y a 55 extraits de films différents. Donc il a fallu négocier pendant très longtemps, discuter, et voilà. Et donc c'est pour ça que je vous disais ma reconnaissance pour le producteur, puisqu'on partait avec un budget assez petit. Je crois que ça doit être quelqu'un de la production là. Je vous dis ça, c'est peut-être je vous dis des bêtises, parce que je ne suis pas un homme de chiffres, ça doit être 1,5 million, 1,2 million, un truc comme ça. 1,1 million. Je ne saurais pas vous dire. C'est surtout les extraits, à mon avis, l'utilisation des extraits qui a dû... Comment ? C'est l'utilisation des extraits, j'imagine, qui a dû... Ça c'était très romanesque. Oui, c'est pour vous divertir, je vais vous raconter une histoire romanesque. 5 jours, donc je vous ai dit beaucoup de bien de Charles Gilibert, maintenant je vais vous en dire du mal. 5 jours avant la projection à Cannes, il y avait une peste à la Warner qui nous refusait tous les droits, et puis finalement elle nous avait dit oui. Et au tout dernier moment, 5 jours avant la projection de Cannes, donc, Charles me convoque. J'arrive chez lui, c'est un homme adorable, je me dis tout va bien, et il me dit bien, il faut enlever le Cheyenne Autumn. Vous savez, c'est le film où on voit 2 Amérindiens qui arrivent dans la réserve, les femmes jouent les tambours, etc. Parce que la dame de la Warner nous a retiré les droits.
Le film était déjà mixé, déjà tout. Je dis, mais je fais comment, quoi, pendant 6 jours, etc. Et j'avais un ami que vous avez vu dans le film, qui est Ken Jones, qui est le type avec qui je parle à côté de Central Park. Alors je lui dis, comment est-ce qu'on fait, quoi, on est perdu, etc. Donc il faut tout remonter le film dans 6 jours, hein, on va faire comment, etc. On n'a plus les droits, quoi. C'était disparu. Mais Kent me dit, attends une seconde, j'ai quelqu'un au téléphone. Il était à New York, j'étais à Paris. On commence à passer des coups de téléphone, on s'envoie des textos, il me dit, mais qui te bloque à la Warner, etc. Machin, on continue. Et comme ça, on échange par texto, par truc. Moi, je téléphone à Charles, tout ça. Je passe un week-end épouvantable. Et le lundi soir, à 5 h du matin, arrive un texto en disant, c'est bon, Steven est passé au bureau de la Warner, c'est OK. Texto très mystérieux, parce que j'avais écrit une lettre à Steven Spielberg pour avoir les droits de Minority Report. Et comme Kent connaissait un copain de Steven Spielberg qui est passé dans les bureaux de la Warner, il a dit c'est bon avec le film de Desplechin. Et la fille s'est fait oh merde. Alors du coup on a eu les droits pour le film, on a pu montrer le film avec l'extrait du John Ford. Mais tous les extraits ont été une lutte comme ça pour essayer d'avoir les films qui étaient prévus, quoi. Alors. Alors peut-être que mon interprétation va être n'importe quoi et qu'après vous allez me dire non, tu dis n'importe quoi, mais moi mon interprétation du film, c'est vous voulez paraître réel pendant tout le film en mélangeant à la fois fiction scénarisée et à la fois mini-documentaire, même au début quand vous faites une espèce d'interview aux personnes qui disaient leur expérience au cinéma. Et chaque personnage, pendant tout le film, à la fois on se dit c'est des personnages, mais à la fois on se dit ah peut-être que c'est vous, peut-être que c'est d'autres personnes, et à la fin on vous voit par exemple avec votre ami américain, donc ça mélange fiction et réalité, et c'est est-ce que vous voulez vous approcher justement du spectateur en lui disant que genre le cinéma ça peut être ouvert à tout le monde, que ce soit d'où il vit, l'âge, l'époque où il vit, sa classe sociale, ou n'importe quoi. C'est son interprétation que j'ai eue du film, en mélangeant faux documentaire et fiction, pure fiction. C'est ça. J'entends ce que vous dites. J'ai envie de vous répondre sur deux points, enfin de deux manières différentes. Je vois le film de la même manière que vous. J'ai l'impression que quand j'ai abordé, je vous disais, on me propose de faire un documentaire, et je dis un documentaire, je ne sais pas le faire. Et pourtant, il y a 2 scènes documentaires, puisqu'il y a l'interview de Shoshana Feldman à Tel Aviv, et il y a l'interview de Ken, qui sont des scènes documentaires. Et donc c'était un peu documentaire, c'est un peu essai. Vous voyez ce que j'appelle des scènes d'essai, quand il y a de la voix off avec des extraits de films, ou des trucs, ou des images, etc. Et moi qui commente les images. Je pensais beaucoup, quand on a fini d'écrire le film, c'était la mort de Godard, quand Godard a choisi de mourir. J'étais très impressionné par les derniers films de Godard qui sont des essais plutôt que des fictions. Et moi, mon territoire, c'est la fiction. Donc je savais ce que j'avais dit à Charles, il y aura de la fiction dedans. Et une fiction autobiographique, c'est-à-dire mon propre trajet. Et comme vous le décrivez, si vous voulez, il y a un paradoxe dans le cinéma qui est quelque chose que j'adore, c'est qu'on fait tous la même chose, puisqu'on regarde tous le même point de vue, comme l'explique Michal Esco, le professeur dans l'université. On regarde tout ce qui est projeté de là. Donc on regarde tous le même point de vue. Et pourtant, chacun a une façon différente de le vivre. Et j'étais très bouleversé quand je filmais ces hommes, ces femmes, ces jeunes enfants qui racontaient leur expérience de la salle. Et chacune était singulière. Je pense en particulier à un moment qui me bouleverse, qui est le monsieur, l'homme à qui je demande « mais c'est quand le premier film que vous avez vu ?» J'ai supprimé mes questions au montage, j'ai gardé que les réponses. Et dit mon premier film, je l'ai vu en extérieur dans un village, on a projeté la bataille d'Alger, et ma famille avait connu la torture. Et je regardais et je me disais, c'est ça le cinéma. Et c'est une expérience tellement unique qu'il a eue. Donc c'est une expérience collective, et en même temps on est tout seul au cinéma. Et moi j'aime bien être tout seul au cinéma, et j'aime bien partager le film avec des gens. Et surtout vous voulez toucher le spectateur en l'immersion. Est-ce que quand vous mélangez documentaire et fiction, c'est pour encore plus plonger la personne dans l'histoire, ou c'est pour une autre raison, comme par exemple, Justine Triet avait fait dans un autre de ses films, je ne sais plus c'est quoi le nom malheureusement, où
où à un moment c'était des personnages mais qui étaient des journalistes pendant l'élection de Hollande, mais c'était une vraie manifestation qui avait vraiment lieu à l'époque. Est-ce que... Le titre du film m'échappe également, mais ça, La bataille de Solferino. C'est ça? Oui. Oui, j'ai bon. Ouf. Et non, c'était pour... il me semblait que pour parler du cinéma, je voulais parler du cinéma en entier. Et que le cinéma, il peut prendre plein de formes différentes. Vous voyez, par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître, parce que je l'ai voulu, mais j'ai eu la chance quand même de le connaître, qui était Claude Lanzmann. Quand vous disiez à Claude Lanzmann, vous faites des documentaires, il vous étranglait sur place. Vous voyez, c'était... oui, il disait, je n'ai jamais fait de documentaire. Et vous voyez, c'était... Godard a fait des films essais. Vous voyez, souvent, par exemple, si vous allez à la Cinémathèque, on dit, il y a dans les salles du musée, on vous dit Georges Méliès a inventé la fiction et les frères Lumière ont inventé le documentaire. Et quand moi je vois des films des frères, quand moi je vois des films de Méliès, j'ai l'impression que je vois un documentaire sur le théâtre du 19e siècle, la prestigitation du 19e siècle. Et quand je vois des films des frères Lumière, j'ai l'impression que je vois de la fiction. Donc vous voyez, donc du coup de mélanger les genres, je trouvais que c'était rendre hommage à tout le cinéma et à tous les spectateurs. C'est pour ça que je voulais faire un film hybride plutôt qu'autre chose. Claude Lanzmann, justement, j'ai l'impression que dans toute votre filmographie, comment je me suis disputé, ou les fantômes d'Ismaël, j'ai l'impression que c'est un peu une obsession chez vous, Shoah. Enfin, en tout cas, le film Shoah. Ben, je voulais savoir pourquoi, tout simplement. Ben parce que j'espère que j'y réponds un tout petit peu avec le film que vous avez vu. Oui, vous y répondez bien sûr. C'est vrai que, si vous voulez, j'ai le raconté d'une autre manière, et puis dans un film, ça a l'air long, et puis en fait, il faut toujours réduire pour que ce soit regardable par vous. Mais je vais vous le raconter d'une autre manière. C'est quand j'ai vu le film, à la première sortie, comme je racontais, il y a eu deux sorties, une sortie en l'été, et puis une ressortie en septembre. Et quand je l'ai vu l'été, on n'était pas nombreux dans la salle. On était avec cet ami qui est cité dans le film. Et voilà. Et après, j'allais voir mes camarades. Je sortais d'une école de cinéma, j'allais voir les gens de ma famille, et je disais, vous devriez voir un film, il y a un film, il est un peu long, mais je crois qu'il y a un truc que j'ai jamais vu de ça. Alors j'allais voir ma famille, qui par exemple est chrétienne, qui disait, on connaît très bien, on est engagé politiquement, on connaît, on n'a pas besoin de le voir, et ça. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu as vu de spécial? Et je ne savais pas raconter ce que j'avais vu de spécial. Je disais, mais parce qu'il se passe des trucs dans le film, et du coup j'étais comme un personnage, si vous avez vu Shoah, il y a un personnage qui est très très bouleversant, qui est ce Polonais qu'on emmène au ghetto et à qui on demande, et vous voyez, c'est comme une malédiction, c'est-à-dire, ok, vous m'avez posé une question sur un des trucs les plus importants de ma vie, donc ma réponse va être trop longue, donc je vous prie déjà de m'en excuser, voilà, j'y vais. On prend le type, il est chrétien, il fait partie de la résistance polonaise, on l'amène dans le ghetto, et il voit le ghetto, et il voit truc insensé. Et on lui dit, ah, maintenant tu sors, tu vas en Angleterre, aux États-Unis, et tu leur expliques ce que tu as vu, parce que comme ça, ils vont faire un truc super simple, c'est qu'ils vont bombarder les rails de train qui conduisent à Auschwitz. Juste ça, et délivrer des tracts sur l'Allemagne en disant, on sait. Donc vous arrêtez parce que maintenant on sait. Donc le type peut sauver l'humanité. Vous voyez, parce qu'il l'a vu avec ses yeux. Comme moi, j'étais dans la salle et je voyais Shoah avec mes yeux. Il l'a vu avec ses yeux. Et à ce moment-là, il va voir tous les gens à Londres, et il explique, et les gens font, ouais. Et puis il va voir le président de la Cour suprême aux États-Unis, vous voyez, comme le raconte Shoshana Feldman, qui dit, je ne dis pas que vous mentez, mais j'arrive pas à vous croire. Le type il pouvait sauver 6 millions de personnes et il a raté. Vous vous rendez compte sa vie après? Vous vous rendez compte, voilà. Ben moi, je devais témoigner de quelque chose que j'avais vu, et je me rendais compte que je ne pouvais pas le faire. Et c'est dans cette dialectique, si vous voulez, entre le devoir de témoigner et l'impossibilité de témoigner, que je me suis dit, j'adore être spectateur de cinéma. C'est vertigineux, c'est-à-dire ma responsabilité est immense. Et donc ce film m'a marqué comme au fer rouge, et c'est Shoshana Feldman qui m'a permis de sortir d'un chagrin et de commencer à être capable de penser le film que j'avais vu. Le film m'a débordé, quoi. Le film m'a débordé. Il y en a d'autres, des films qui m'ont débordé, mais celui-là a touché à un point qui était crucial en moi, quoi. Je suis désolé pour cette réponse trop longue. Merci.
La place que tenait Proust dans votre vie et ce qu'il a apporté à vos yeux au cinéma. Mince, vous me posez des questions. Remarquez, je l'ai cherché. Hein. Vous me posez des questions autobiographiques, donc du coup, je vais vous saouler. Mais j'ai un rapport compliqué, enfin historiquement compliqué dans ma petite histoire avec Proust. C'est que quand je suis arrivé à Paris à 17 ans, il y avait un rituel d'initiation. Mon père était représentant de commerce. Voilà. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, pas de télé dans les hôtels, donc il était toujours le soir. Donc qu'est-ce qu'il faisait le soir? Il lisait. Donc mon père, qui est autodidacte, est très très cultivé parce qu'il a lu tous les soirs, 6 jours par semaine, etc. Donc il a lu Proust. Donc il y avait un truc, c'est si tu es un adulte, tu vas lire Proust. Et comme moi, quand j'ai eu 17 ans, j'ai dit non, je veux faire du cinéma, donc les arts nobles, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Sidney Lumet, machin, les westerns, tout ça. Donc je ne lirai jamais. Donc tous mes frères et sœurs, ils ont lu Proust, moi pas. Et voilà. Et je disais, moi, ce que je préfère, c'est l'art populaire. Voilà, c'était sublime pour... Alors comme je voulais pas avoir la tête d'un imbécile, je me suis acheté le Deleuze sur Proust, vous voyez, que j'ai lu pour pouvoir répondre aux questions, sûrement parler à l'école de cinéma. J'ai vu le film de Ruiz, Le Temps retrouvé, qui est un merveilleux film. J'ai lu autour de Proust, mais j'ai jamais lu, etc. Et c'est Antoine Reynard qui, sur Roubaix une lumière, m'a dit... Alors j'ai triché, évidemment, en cachette, sans le dire à mes parents. J'ai lu le premier tome pour voir de quoi ça parlait, quand même. J'ai trouvé ça super. Je me suis dit, oui, mais Arnaud, t'as pas le droit, tu t'occupes des arts mineurs, donc t'as pas le droit aux arts majeurs. Donc je me suis interdit de lire la suite. Et Antoine Reynard m'a offert le dernier volume en me disant, moi je l'ai pas lu, mais il paraît qu'en lit le dernier volume, Le Temps retrouvé, on a tout compris. Et il me l'a offert pour, vous voyez, en cadeau de fin de tournage. Du coup, j'ai regardé, ma petite amie, tout ça, et quand elle me regardait pas, hop, j'ai lu Le Temps retrouvé. Et je me suis dit, ah oui, c'est super, il m'en reste plus que 6 au milieu. Donc vous voyez, du coup, j'ai lu les 6 pendant les vacances. Et en fait, c'est super, quoi. Mais sauf que je l'ai lu très, très tardivement. J'avais passé 50 ans quand je l'ai lu, quoi. Mais il y a une attention à ces éclosions, à ces épiphanies de sensations qui est très, très proche du cinéma, ce qu'on voit très, très bien dans, vous voyez, le pavé à Venise ou la fameuse Madeleine de Proust, tous ces épiphanies de sensations que vous avez... c'est des choses que moi je retrouve par exemple dans les films de Milos Forman, qui est un cinéaste très sensuel et qui fait attention à... Je vais prendre un film par exemple Valmont. C'est pourquoi j'aime tant Valmont et pourquoi j'aime pas Les Liaisons dangereuses. Parce que quand Valmont il s'assied dans l'herbe, dans le film de Milos Forman, je me souviens de l'humidité sur le derrière quand vous êtes assis dans l'herbe à l'ombre. Vous voyez, ça c'est des trucs proustiens, des attentions à quand la signification elle arrive par la sensation. Et ça c'est un truc que j'adore au cinéma. Réponse trop longue, mais c'était autobiographique. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous avez ellipsé votre passage à l'IDEC. J'aurais été curieux et je voulais savoir pourquoi vous dites que vous n'avez pas réussi à rentrer dans la question du cinéma au sortir de l'IDEC. Pourquoi votre enseignement à l'IDEC n'a pas permis de trouver cette réponse que vous posez. J'étais un piètre élève. Il y a beaucoup de raisons, des raisons personnelles. J'étais un piètre élève, voilà. Enfin, j'avais commencé mon travail de piètre élève très jeune. Et je l'ai continué à l'IDEC, donc j'ai échoué. Et j'avais plusieurs façons de vous répondre. C'est par un ami. J'ai recommencé, si vous voulez, un petit peu comme le personnage de Salif Cissé dans le film, j'ai recommencé mes études quand j'étais tout seul, en parlant avec des camarades, en revoyant les films, en recommençant à forger ma cinéphilie et en essayant de la repenser. Et c'est vrai que pour fabriquer des films, il me semble qu'il faut casser un petit peu la cinéphilie qu'on a enfant et puis se refabriquer quelque chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ami qui n'est pas évoqué, puisque ça c'est ma vie de réalisateur, c'est pas ma vie de spectateur, qui n'était pas français et qui était plus jeune que moi. Et les deux choses me séduisaient beaucoup, c'est qu'il avait un point de vue sur le cinéma américain ou français très différent du mien, parce qu'il était marocain. Et il s'appelait Pierre Hamzalag, il n'est plus, gloire lui soit rendue. C'est un puits de science, il était rigolo comme tout, et il était plus jeune que moi, il avait une vivacité de regard, etc. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Je connaissais bien les films de Romer, je croyais que je connaissais bien les films de Romer, parce que j'ai fait l'ITEC, etc. Machin, j'ai eu les cours sur Romer avec Jean Douché et tout ça. Et j'ai eu du mal avec la dernière partie de Romer. Et puis il y avait Hamzalag, il me disait, non mais ils sont super drôles, regarde, c'est des Français, t'as pas vu comment ils parlent? Vous voyez, parce que lui, il parlait de Casa, donc pour lui, c'était super exotique. Vous voyez ce que je dis?
Alors d'un coup, je l'ai commencé à regarder avec un œil casablancais, et je me suis dit, c'est vachement drôle en fait, les films de Romer, j'ai complètement raté cette dimension. Et du coup, j'ai réappris le truc, et c'est ça qui m'a permis de faire mes vraies études de cinéma. C'est après avec des gens de mon âge, et pas avec les gens de la génération d'avant. Mais j'ai eu la chance d'être technicien, et donc de travailler sur les films des autres, en particulier d'Éric Rochant. Et c'est comme ça que peu à peu, je me suis habitué à l'idée que ce ne serait pas l'école qui ferait de moi un réalisateur, ce serait autre chose. Merci. Et enfin, dernière question. Au bout d'un moment, il y a Paul Dédalus dans le film qui s'interroge sur le fait qu'il veut avorter en fait son envie de critique du cinéma en montrant après le passage sur la scène d'introduction des 400 coups. Et je voulais savoir votre rapport à la critique. Est-ce qu'avant de commencer la réalisation, vous aviez une envie de critique de cinéma Ouais, très fort. Très très fort. Deux trucs historiques. C'est des questions biographiques, je suis désolé. Donc je vais essayer de faire vite. Mais c'est le souvenir de ma mère qui écoute Le Masque et la Plume le dimanche soir à France Inter, quand moi je sais pas, on n'avait pas la télé, on a eu la télé assez tard, donc quand j'ai 11 ans, et je la vois écouter des adultes qui parlent de manière très très savante d'objets dont je sais qu'ils m'appartiennent à moi, parce que moi je suis un enfant, et que les films ils sont faits pour les enfants. Et tout d'un coup, c'est la première fois que je vois que des adultes ils s'intéressent aux jouets. Et ça me frappe, vous voyez. Et donc j'adore ça. Et alors, après, je lisais les critiques dans Télérama, je lisais Jean-Louis Bory dans le Nouvel Observateur, des choses comme ça, et je me disais, oh là là, ils sont calés, ils savent prendre un film et le déplier. Vous voyez, ça me fascinait. Et alors après, quand je suis arrivé à Paris, un petit peu avant d'arriver à Paris, quand j'avais 15-16 ans, j'achetais les cahiers du cinéma, qui à l'époque, c'était l'époque hardcore, donc ils parlaient de films qui n'étaient pas distribués. Donc ils parlaient que de films que je ne pouvais pas voir, avec des mots que je ne comprenais pas. Je me disais, c'est comme ça. Et donc je disais Serge Danet, Pascal Bonizère, Oudard, un génie, et tant d'autres. Et je me disais, bon, bah, tous ces mecs ont bac plus 12, évidemment, quoi. Donc voilà, quoi. Comme moi, j'ai juste mon bac, vous voyez, je me suis dit, j'ai aucune chance, je renonce, quoi. Je renonce, ils étaient trop calés. Ils avaient suivi tous les séminaires de Lacan et tout ça, moi pas. Donc voilà. Donc je me suis dit, il faut bac plus 12. Donc ma vie est ratée, et donc je vais être électricien. Et en fait, ma vie était un peu réussie parce que j'ai adoré être électricien. Mais j'ai renoncé à ça parce que je croyais qu'il fallait avoir fait beaucoup d'études à cette époque pour être critique de cinéma. Évidemment, maintenant que je suis réalisateur, mon point de vue a un tout petit peu changé. Même des années après, en tant que réalisateur, également à vous parler, c'est-à-dire au-delà de l'expérience de cinéphile, de la découverte du film, la salle de cinéma en elle-même, et qu'on peut découvrir d'ailleurs à travers différentes salles qui ont été utilisées dans le cadre du tournage. Ben moi, c'était un truc que j'avais dit au producteur, à Charles, c'est j'avais dit je veux au moins 2 scènes sur la télévision pour dire du bien de la télévision, parce qu'enfant de province, et c'était pas simple, vous voyez, de prendre le tramway ou de faire l'autostop pour aller à Lille, pour voir des films, c'était compliqué, quoi. Et donc il y a beaucoup de films, je dois beaucoup à la télévision, aux films que j'ai pu découvrir à la télévision. C'est pour ça qu'il y a le Hitchcock, Spellbound, et qu'il y a le Dreyer, Dies Irae. Parce qu'il y a plein de façons de voir les films, et aujourd'hui ça se multiplie encore, les façons de voir les films. Mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui encore, l'expérience, même si je vais moins au cinéma, l'expérience de la salle reste beaucoup première. On ne voit pas les mêmes choses, quoi. Après, je pensais, parce que j'en parlais avec un ami hier, il y a une chose que j'aime beaucoup voir les films à la télévision, mais il y a une chose, je ne crois pas à ce truc de la collectivité, d'être ensemble. Par exemple, je préfère aller au cinéma tout seul qu'accompagné. J'aime bien aller le matin quand il n'y a pas trop de monde dans la salle et tout ça. Mais donc c'est pas le côté collectif, c'est le fait que les films que j'aime, et beaucoup des films que j'ai montrés, il y a des films que j'aime beaucoup dans Spectateur, il y a des films que j'aime pas beaucoup dans Spectateur et que j'ai montrés parce que j'en avais l'usage dans le récit, vous voyez. Et c'est des films qui nous disent une chose, c'est que la vie, qu'on est plus grand que ce qu'on croyait. Et quand je suis dans une salle et quand je regarde l'écran, le visage
Je vais prendre le visage, par exemple, de Olga Milstein, qui joue la jeune Paul Dédalus, qui dit « Mais comment est-ce que je peux savoir si je suis endormi ou réveillé ?» Elle est plus grande que vous, parce que son visage, il fait 2 mètres. Et donc, c'est un visage plus grand que le vôtre. Parce qu'on est plus grand que ce que toutes les institutions ou la vie quotidienne veut nous faire croire que nous sommes. Et donc, moi, c'est ça que j'aime bien. Donc, j'aime bien découvrir des films. J'aime pas beaucoup découvrir des films à la télévision, je préfère les revoir. Mais enfin, il m'arrive d'en découvrir. Mais quand je les vois en salle, je vois les gens qui sont plus grands que moi. Et ça, c'est le cinéma que j'aime bien, quoi. Et je vais prendre un film, Les raisins de la colère, c'est l'histoire d'un type qui sort de prison et qui est ouvrier agricole et puis qui devient chômeur. Et ben, Henri Fonda, il est plus grand que moi. C'est ça qui me bouleverse, quoi. J'avais une très petite question sur le chapitre 5 dans le film. C'est le moment où on devient les soldats de Shakespeare. Et ce qui suit aussi. À ce moment-là, c'est pas pour parler de la vue, là, c'est pour parler du son. Vous choisissez une musique qui vient unifier quasiment tous les extraits de films. Et quand vous parliez tout à l'heure du caractère hybride, qui est vraiment ce que je trouve très très séduisant dans le film, moi l'unification, la nappe musicale, à ce moment-là m'a gênée, mais j'arrive pas à savoir pourquoi, et j'arrive pas à comprendre sa fonction. Mais parce que, c'est marrant parce que je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous, ça me donne envie de le remonter, de le remixer, ce que vous me dites, de l'essayer, parce que j'admire les montages de musique godardienne, vous voyez, où les musiques, je pense à ça parce que j'ai eu Sort du Carax, que j'ai vu en salle, et que j'ai beaucoup aimé, avec les coupes abruptes de musique qui se font et qui passent, etc. Le film a été marqué, je disais, on finissait de l'écrire quand Godard mourait, et donc à travers la citation du Voyage de Baudelaire, de la dernière chanson qui passe, qui vient de Prénom Carmen, que Godard avait commandé pour Prénom Carmen, à Tom Waits, etc. Il y a la citation de Vivre sa vie avec Sandra Logier dans le café, etc. Il y a un nombre de citations godardiennes qui se sont accumulées, etc. Mais je vois bien que j'ai plus un tempérament truffaldien de narration, et que j'ai toujours du mal à arrêter la narration, et que la musique d'Hetzel qui nous emmène, elle permettait de conduire le texte plutôt que d'accepter la fracture des images. Alors quand vous me dites ça, je me dis, moi, ça aurait été vachement mieux avec la fracture des images, il faut absolument que je téléphone à Gilbert et qu'on remonte et qu'on remixe, on verra si c'est pas mieux. Mais vous voyez, je pense à une phrase, nous étions les soldats de Shakespeare, on ne les regardait plus sur une scène, mais nous étions eux. Et on voit 2 films shakespeariens, puisqu'on voit le Orson Welles, et juste après on voit le Kurosawa. On voit Ran et on voit Chimes at Midnight. Alors du coup, c'est plus, comme vous dites, c'est plus le texte qui passe par la musique que les images de Welles ou de Kurosawa. Et donc j'accepte tout à fait la note que vous me donnez. Mais je tenais à... Vous voyez, comme dans la musique du Truffaut, qui commence, où la musique dans les 400 coups est une musique qui donne cette unification du récit, alors que Godard a été vers la rupture. Et peut-être, vous voyez, mon tempérament, c'est aussi parce que c'est un tempérament converti, puisque moi, de par mon âge et de par mon père, j'étais très godardien, vous voyez, puisque pour nous, quand j'avais 15-16 ans, Truffaut, c'est un cinéaste giscardien, c'était l'horreur. Je n'aimais pas ça du tout. J'allais voir les films avec la plus grande colère en disant comment un cinéaste giscardien, on ne peut pas avoir des choses pareilles, etc. Et je voyais les films les plus expérimentaux de Godard et que j'adorais. Puis je suis contemporain du retour à la fiction de Godard, avec justement Prénom Carmen, Sauf qui peut la vie, etc. Et puis un jour, comme Salif, j'étais converti dans une salle de cinéma, ce que je n'avais pas vu dans le cinéma romanesque de Truffaut, mais apparu. Et du coup, j'ai suivi ce chemin-là, et du coup, j'ai abandonné l'autre, et vous m'invitez à retrouver l'autre, et vous avez bien raison. Nous répare d'une certaine façon, nous aide à nous réparer, ou nous porte vers une forme de réparation des blessures que la vie peut laisser, quoi. Je crois que j'accepte votre... Enfin, j'embrasse le verbe que vous utilisez quand vous dites réparer. Je crois que ça répare plus encore que ça ne console. Parce qu'on fait des expériences qu'on ne peut pas faire dans la vie.
Il doit y avoir ça dans des trucs très calés en philo que j'ai pas lu, des mondes, des vies que vous n'avez pas vécues, mais qui sont des possibilités de vie et que vous pouvez expérimenter par le cinéma. Je voudrais vous répondre que par une anecdote. Je profite parce qu'il devait y avoir Sandra Logier, mais elle enseigne aux États-Unis, donc elle ne pouvait pas être là ce soir. Elle devait être dans la salle parce qu'elle n'a pas encore vu le film. Et pendant le tournage, je la connais bien, et pendant le tournage, elle m'a raconté une histoire qu'elle m'avait jamais racontée. Ça a été très très amie et intime avec un jeune homme quand elle faisait ses études aux États-Unis. Et ce jeune homme s'est suicidé. Il était à Paris, elle était en études aux États-Unis. Elle a pris son suicide. Elle en était désespérée. Elle avait 20 ans. Et c'est l'époque des grands films de Tom Cruise. Donc, elle allait voir, comme elle était malheureuse, elle allait au cinéma, elle voyait tous les films avec Tom Cruise. C'est la plus calée que je connais en Tom Cruise, mais la plus calée. C'est elle qui m'a converti, parce que du coup, j'ai été voir 2 fois le Top Gun Maverick. La première fois, parce que j'ai pas aimé, elle m'a dit, mais enfin Arnaud, comment peux-tu ne pas aimer Top Gun Maverick, qui est un film absolument merveilleux. J'y suis retourné, c'est pas mal. Et elle disait, et ça avait rapport avec la mort, avec la perte de cette amie, et donc quand elle rejouait, vous voyez, elle réparait quelque chose en elle, à travers ce qui pouvait sembler un divertissement enfantin. Elle guérissait sa première blessure adulte, elle réparait, peu à peu, elle refixait le tissu de sa vie avec des films. C'est ce que j'ai pu faire avec Shoah, j'ai pu déchirer le film de ma vie, et j'ai pu le réparer en même temps. C'est les 2 choses qui se sont passées en moi. C'est quelque chose c'est déchiré en moi, mais quelque chose c'est réparé aussi. Bonsoir. J'avais 2 questions, la première un peu plus sérieuse que la deuxième. La première, c'est sur le regard du spectateur. Et je reviens sur la séquence où Michel Lescaut enseigne à ses élèves. Et il développe un argumentaire selon lequel, au théâtre, chaque spectateur crée un spectacle puisqu'il voit avec un point de vue différent, en étant placé différemment, alors qu'au cinéma, on verrait tous un même point de vue qui serait le point de vue du réalisateur ou du chef opérateur ou le point de vue commun des deux. Je suis pas sûr d'être complètement d'accord et le film montre un peu l'inverse. Premier exemple, c'est que tous les interviews que vous avez avec des gens qui vous expliquent qu'ils préfèrent à tel endroit, à tel autre, c'est très drôle d'ailleurs, mais c'est très touchant en même temps. Donc, ils ne verraient pas le film de la même façon et avec le même plaisir s'ils étaient ailleurs. Et le deuxième exemple qui est tiré du film aussi, c'est quand vous projetez le générique de début des 400 coups avec la voix off qui guide sur comment regarder les arbres qui ouvrent, les immeubles qui ferment à droite, etc. etc. Moi-même, j'ai vu le début des 400 coups d'une manière que je n'avais jamais vue. Et donc, si effectivement, quand on regarde un film, on voit le point de vue filmé par le chef opérateur à la demande du réalisateur, on regarde dans le film. On ne prend pas la totalité du film, on a aussi, en tant qu'individu, on a un champ de vision très étroit qu'on promène sur l'écran. Donc la manière dont on regard se promène est aussi une façon de voir le film. Donc je me demandais si ce que développe Michel Lescaut, c'est quelque chose que vous partagez, que vous avez mis là pour cette raison, et dans ce cas-là, on peut en discuter, ou bien si c'est une réminiscence d'un cours que vous avez eu et que vous avez souhaité mettre, à la limite presque par antiphrase, pour faire réagir le spectateur qui est en train de regarder à sa façon. Je vais essayer de vous répondre. Votre question est très philosophique, donc je vais essayer de vous y répondre avec mon bagage. Alors, la scène le souvenir est écrit, je ne sais pas, j'ai pas retrouvé, mais qu'il y a une note de l'époque, d'un cours de Pascal Cagné qui avait cette théorie-là. Il me semble qu'on peut transposer ce que vous dites d'une autre façon. C'est, je commence par une digression. Rassurez-vous, elle n'est pas longue. Je commence par une digression. Vous voyez, quand j'étais au collège, et même avant, à l'école primaire, etc., je savais que mon truc, c'était le cinéma. Et j'avais des copains qui voulaient être acteurs, qui voulaient faire des clubs théâtre ou des trucs comme ça. Moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Et ils disaient, mais pourquoi? J'avais une amie comme ça qui me disait, mais viens, on va aller au club théâtre et tout ça. Et je pensais, les gens qui aiment le théâtre, c'est les gens qui aiment la vie. Et les gens qui vont au cinéma, c'est les gens qui s'en méfient un peu. Ils aiment bien la vie, mais quand même, quoi, faut voir. Et comme disait Truffaut, les films, les trains dans la nuit, etc., on se méfie un peu, quoi. Et il me semble que la question que vous posez sur est-ce que les spectateurs de théâtre, ils sont très fiers de leur place. C'est une chose que je pensais, vous voyez, dans la scène, quand Paul rencontre les 2 filles qu'il connaît, quand il rencontre Valérie et Sylvia. Vous voyez, c'est que au cinéma,
quand vous allez au cinéma, tout le monde dans la queue est comme ça, et si vous croisez quelqu'un que vous connaissez, vous êtes très embarrassé, vous dites oui, je suis là, je vais voir tel film, ça, vous avancez. Alors qu'au théâtre, la première fois que j'étais au théâtre, très tard dans ma vie, j'avais tous les gens qui se dévisagent. Ah, toi tu y es. Ah oui, toi tu y es, etc. Et c'est pas du tout. Au cinéma, on n'aime pas ça du tout. On veut être anonyme. Donc il me semble que la question que vous posez, c'est est-ce qu'on est asservi parce qu'on regarde le même point de vue? C'est est-ce que, comme l'aurait dit Pascal Canet, qui est mort maintenant, est-ce que la démocratie représentative est une perte de liberté? Ou est-ce qu'au contraire, on gagne en liberté parce qu'on a délégué le moment on délègue son point de vue. Et du coup, on gagne en liberté. Excusez-moi, je crois que j'ai répondu à la question. Oui, de toute façon. Alors, la deuxième est beaucoup plus rapide. Vous avez une ressemblance certaine dans vos intonations, dans vos inflexions, dans votre gestuelle aussi, avec Mathieu Amalric. Donc je me demandais lequel des deux avait déteint sur l'autre. Ni Mathieu ni moi, on ne sait plus. C'est la définition de l'amitié. Je ne sais plus du tout ce qui lui appartient, ce qui m'appartient. Il y a un truc, c'est que Mathieu ne fumait pas quand je l'ai rencontré. Après, comment je me suis disputé, il était à 2 paquets. Donc ça, c'est moi qui lui ai appris et je le regrette profondément, parce que maintenant, l'âge me rejoignant, je suis obligé d'arrêter de fumer et Mathieu continue. Donc du coup il dit, tu veux pas qu'on sorte fumer une clope? Donc maintenant, c'est moi qui imite Mathieu en disant, parce que vous voyez, quand on fait les voix off ou les trucs comme ça, parce qu'il a fait la version américaine du film, c'est lui qui fait le narrateur pour la version américaine du film. Il dit, tu veux pas qu'on aille fumer une cigarette dehors? Donc maintenant, c'est moi qui imite Mathieu en fumant. Donc on ne sait vraiment plus qui a inventé, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est très pareil dans cette expérience. Vous voyez, quand vous disiez réparer la vie, évidemment qu'on a tous fait ça. On a tous fait ça. Et tu vois des films, on voit la fille qui fait ça, on dit ok, moi je vais le faire et tu vas voir. On voit le garçon, mettons Cooper, Gary Cooper, qui fait un truc, on dit ok, la prochaine fois dans la cour de récréation, tu vas voir. Je vais faire comme Gary Cooper. Donc est-ce que vous avez volé à Gary Cooper ou est-ce que vous avez reconnu de vous quelque chose de vous-même dans Gary Cooper ou dans Katharine Hepburn et que vous êtes réapproprié vous-même en regardant Katharine Hepburn ou le truc? Qu'est-ce que je me suis réapproprié de moi-même en rencontrant Mathieu? Qu'est-ce que Mathieu s'est réapproprié de lui-même? On ne le sait plus puisque nous sommes amis.